Voilà, bonjour à à toutes et à tous nos téléspectateurs de Kabindu TV à travers le Sénégal et l'Europe. Aujourd'hui, nous recevons dans notre émission Parlons éducation Yero Ahmed Dem. Yero Ahmed Dem, vous êtes natif de Koumkane, vous êtes professeur de philosophie au lycée de Goudiri, n'est-ce pas? Mais avant ça, vous étiez étudiant à l'université de Diop de Dakar, où vous avez embrassé la carrière de philosophe. Et vous êtes d'abord passé par l'école primaire, n'est-ce pas? Et ensuite, avant d'être professeur de philosophie. Yero Ahmed Dem, parlez-nous de vous. Quelles sont vos péripéties? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous fait pour être professeur au lycée? Bonjour, Monsieur Baldé. Merci véritablement pour la présentation. Comme vous l'avez tout à l'heure dit, nous sommes actuellement enseignants de philo au lycée de Goudiri. J'ai fait 4 ans à l'élémentaire. Maintenant, après avoir mis mes 4 ans à l'élémentaire, j'ai été pris comme étant un chargé de cours au lycée de Goudiri où véritablement j'enseigne la philosophie. Et véritablement, je vous souhaite véritablement de passer une excellente émission. Voilà, merci Yerodem. Donc, je rappelle à nos téléspectateurs que l'émission, c'est Parlons éducation. Nous allons passer en revue quelques problèmes. On n'a pas la prétention de parler de tous les problèmes de l'école sénégalaise. Alors, l'actualité, c'est la publication des résultats du CFE hier. Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu beaucoup de contrastes, n'est-ce pas, entre les académies. Là où, par exemple, la région de Korla a enregistré 83%, là où l'IA de Kolda a enregistré 83%, l'IA de Louga a fait moins de 50%. Quelle impression avez-vous par rapport à cette disparité-là? Bon, merci pour la question. Vous savez, c'est ce qui est véritablement, c'est ce qui donne charme à un examen. Quelque part, il y a des différences au niveau des académies par rapport aux résultats, par rapport aux attentes. Bon, il se pourrait que peut-être les enseignants de l'académie de Kolda se sont mieux donnés par rapport à ces résultats. Parce qu'un résultat véritablement passe de façon inéluctable au niveau de l'enseignement. Si les apprenants reçoivent véritablement un enseignement de qualité, il est véritablement fort probable à ce que les résultats soient véritablement satisfaisants. Donc, ceci au niveau national, il faut qu'il y ait des disparités. Il faut que certaines académies occupent les premières places au moment où véritablement certaines académies sont tenues véritablement d'occuper les dernières places. Donc, il est du rôle véritablement de ces académies qui n'ont pas eu un taux véritablement élevé de pouvoir faire un travail pour rehausser le niveau de leurs apprenants. Mais le paradoxe, c'est qu'au bac, cette année, la région de Kolda aussi était là derrière. Oui, vous savez, le baccalauréat, c'est un examen qui ne dit pas son nom par opposition au CFE. Le baccalauréat, actuellement, moi personnellement, j'ose le dire, s'il reste un examen sérieux au Sénégal, je peux dire que c'est le baccalauréat, parce que c'est dans le baccalauréat que vous constatez une évaluation très sérieuse où les candidats sont mis dans les conditions idoines d'examen. Maintenant, pour ce qui est du CFE, je ne pourrais pas trop en maîtriser puisque je ne suis pas à l'élémentaire. Mais la seule chose que je sache, que véritablement, la région de Kolda occupe la dernière position au niveau du baccalauréat. Maintenant, quelles devraient être les causes de cet échec, nous y reviendrons, Inch'Allah. Merci beaucoup, Yero Ahmed Dem. Voilà, ceci va me mener à vous poser notre première question. Monsieur Dem, de plus en plus d'enseignants se posent la question de savoir quelle est la pertinence de certains examens aujourd'hui au Sénégal, comme par exemple le CFE et le BFM. Si nous savons, avec tout ce qui se passe lors de ces examens-là, est-ce qu'il n'y a pas lieu de supprimer ces examens-là, puisque l'État dépense des milliards, et après nous savons que les examens-là ce ne sont pas des examens du tout sérieux, vous qui êtes un acteur de l'éducation, vous savez, Baldé, si les gens parlent de suppression d'un examen, là, ils baignent dans ce qu'ils ignorent en quelque sorte. Vouloir supprimer des examens dans une république, c'est une chose très dangereuse. On ne peut pas s'en passer des examens. D'autant plus que c'est dans un examen qu'on parvient véritablement à évaluer. On fait un examen pour évaluer le niveau des apprenants, pour évaluer ce qui a été enseigné. Maintenant, supprimer un examen, ceci me semble être trop lourd, quoi. Maintenant, j'aurais préféré à ce que les gens parlent de réaménagement ou bien de révision de ces examens-là. Parce que si on fait un examen, si l'examen il est sérieux, ce sont les méritants qui devraient passer. Mais actuellement, qu'est-ce que les gens constatent? Surtout au niveau du moyen, c'est-à-dire le BFM, tous les élèves réussissent à 100%. C'est-à-dire même les élèves qui ont été blâmés par le conseil des professeurs finissent par réussir le BFM. Et maintenant, une fois arrivés au lycée, ils ont du problème à dépasser la seconde ou bien à réussir au baccalauréat. Moi, je ne propose pas à ce que les examens du BFM, du CFE ou bien du baccalauréat soient supprimés, mais je préconise à ce que les examens soient véritablement des choses très sérieuses. C'est-à-dire au terme de ces examens-là qu'on puisse véritablement permettre aux élèves méritants de réussir et que les autres acceptent de reprendre.
Voilà, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Dem. Ceci va m'amener à revenir sur la question de l'évaluation. Récemment, il y a un texte qui circule sur les réseaux sociaux. Un enseignant, un ancien professeur de philosophie, qui, selon lui, je le cite, il dit que la plupart des enseignants fondent leur évaluation sur des critères imprécis. C'est-à-dire qu'ils jugent l'élève, si c'est en classe, par rapport à sa tête, est-ce que cet élève-là, peut-être c'est un perturbateur. Donc, les critères, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les critères d'évaluation? Ou bien si c'est au bac, dès que par exemple, l'entête n'est pas, dès que l'écriture de l'élève n'est pas aussi fameuse, bon, on essaie de lui flanquer une note, quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'évaluation, est-ce qu'elle est objective? Vous savez, ce que je vous ai dit au début, je vais y revenir. On évalue pour prendre des décisions, que ce soit au CFE, au BFM ou bien au baccalauréat. On évalue pour voir véritablement le niveau des élèves. Maintenant, ceux qui veulent plonger dans un terrain auquel ils ne maîtrisent pas, là, je ne pourrais pas donner beaucoup d'éclaircissements. Mais moi, j'ai participé à 3 reprises à la correction du baccalauréat. Mais à ce que j'ai vu, la correction du baccalauréat est une correction très sérieuse. Parce que ce que les gens ne savent pas, même ceux qui corrigent le baccalauréat sont sous pression. Pourquoi ils sont sous pression? Parce que les correcteurs eux-mêmes, ils sont véritablement surveillés. Il y a ce qu'on appelle les superviseurs. L'État envoie des superviseurs qui sont tenus à un certain moment de passer au niveau des jurys pour véritablement vérifier certaines copies. S'il tombe maintenant sur une copie à laquelle l'élève mériterait 12 ou bien que l'élève mériterait 14 et que l'enseignant aurait donné 4 à l'élève, là, le correcteur lui-même aurait des problèmes. Maintenant, ceux qui disent que, écoute, l'élève doit bien écrire, s'il n'écrit pas bien, le correcteur donne une baisse note. Là, les gens parlent des choses auxquelles ils ne comprennent pas. Mais je peux vous assurer que la correction du baccalauréat est une correction sérieuse. Vous pouvez le confirmer. Ça, je peux parce que si je le dis, c'est parce que l'enseignant là, il aurait dit qu'il était à Kédougou. On l'a appelé de manière expressive pour qu'il se rende à Kaolack pour aller corriger. Il dit qu'à un moment donné, il s'est dit que même s'il passait 1 minute par copie, il ne pouvait pas terminer. Du coup, à un moment donné, il se contentait juste de regarder l'introduction. Oui, mais là, vous verrez que ce n'est pas la faute de l'enseignant, ce n'est pas la faute du professeur. Voilà. Si un seul professeur est convoqué dans un jury contenant plus de 400 candidats, là, il y a quelque part problème. Maintenant, il est du rôle de l'État de recruter un nombre important de correcteurs pour que les gens puissent corriger dans la liberté, pour que les gens puissent corriger en prenant leur temps, en lisant effectivement les copies, afin de donner les notes que les candidats méritent. Mais quelque part aussi, l'enseignant est tenu de faire une correction un peu rapide, parce qu'il y a la pression du président de jury, il y a la pression de l'office qui demande à ce que véritablement les résultats soient publiés. Je vais vous raconter une anecdote. Ma première année de correction, j'ai corrigé dans 3 centres différents. Voilà. J'ai corrigé à Samin, j'ai corrigé à Djignabo, j'ai corrigé au lycée Charles Lwanga de Ziguinchor. Et à un certain moment même, j'étais tombé malade parce que je ne pouvais pas véritablement lire toutes ces copies-là et de faire un travail sérieux. Donc quelque part, ce n'est pas le correcteur, mais c'est l'État. C'est l'État qui est interpellé. C'est l'État qui est interpellé de recruter un nombre suffisant de correcteurs, quoi. De ne pas faire le calcul financier. Il faut que les hommes d'État arrêtent de faire le calcul financier. Tant qu'ils ne sortent pas du lot du calcul financier, le travail ne sera pas sérieux. Merci beaucoup, c'est clair. Voilà, donc tout à l'heure, je revenais sur la question, sur le fait que l'académie de Tamba, de Kolda, soit dernière. Vous voulez y revenir, n'est-ce pas? Oui. Donc, selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Là, bon, explique la déroute? Vous savez, là, tout le monde est interpellé. Une région aussi connue que Kolda, si elle occupe la dernière position au baccalauréat, il y a de quoi s'inquiéter. Et maintenant, les solutions sont là devant nous. C'est comme le disait quelque part Martien Toa dans un de ses textes en disant que la solution de nos problèmes ne se trouve pas dans le ciel ou bien entre les mains de Dieu. C'est auprès de nous-mêmes qu'il faut véritablement revoir ces solutions-là, prendre les décisions nécessaires pour que la région de Kolda occupe la première, la deuxième ou bien la troisième place, pourquoi pas. Et maintenant, à ce niveau, tout le monde est interpellé. Enseignants comme parents d'élèves, comme apprenants, comme État, tout le monde est interpellé. Aujourd'hui, vous verrez que les parents ont démissionné. C'est ce qui d'abord montre la première cause, la cause la plus fondamentale, c'est la démission des parents. Nous allons y revenir après. C'est la démission des parents. Oui, il faut que les parents véritablement donnent des conseils à leurs enfants. Il faut que les parents surveillent leurs enfants pour que ces derniers se mettent au travail. Les enseignants également doivent même aller au-delà des heures dues. Il faut faire des cours de renforcement gratuits aux apprenants et de les aider de sortir des ténèbres. Quelque part aussi, est-ce qu'on ne va pas se dire la vérité? Si vous revenez dans la région de Kolda, tout le temps les jeunes sont autour du thé, dans les jotailles. Écoutez, pendant les vacances, c'est les kankourans, c'est les navetans. Donc, il y a trop de divertissement, il y a trop de facteurs. Vous savez, Baldé, si un enfant n'a pas une surveillance parentale, ce dernier-là, il est tenu de vivre sous l'ère de l'échec.
parents. Il faut que les parents surveillent leurs enfants. Les parents seulement ne peuvent pas être tenus comme responsables. L'heure n'est pas, je termine, l'heure n'est pas de mettre des enfants au monde pour le simple plaisir de les mettre au monde. L'heure est de mettre des enfants au monde, mais de veiller à l'éducation de ces derniers-là. Rappelons qu'en dehors de l'éducation, nous ne sommes même pas des êtres humains. Aujourd'hui, nos enfants sont dénués d'éducation, ils sont dénués de culture, ils sont dénués de science. Ils n'ont pas cette aptitude intellectuelle-là qui leur permet de faire face à des examens et de véritablement réussir. C'est la démission des parents. Les enfants sont toujours casés dans les réseaux sociaux. Donc, vous voulez mettre tout l'échec des élèves sur le dos des parents. Les 50% reposent sur le dos des parents. C'est ici que vous voyez qu'un parent même n'a pas le temps d'aller prendre le bulletin de son enfant. Et dès l'instant que le bulletin n'est pas récupéré, vous ne saurez pas si votre enfant est ponctuel ou bien s'il est assuré à l'école. Vous êtes en train de dédouaner les enseignants. Bon, les enseignants, j'explique, les enseignants, très bien, les enseignants également, les enseignants, ils ont une part de responsabilité, ils ont une part de responsabilité. Voilà. C'est-à-dire qu'un enseignant qui occupe une classe d'examen doit se comporter comme étant un enseignant qui occupe une classe d'examen. On ne peut pas prétendre être un enseignant du CM2, de la 3e ou bien de la terminale et ne pas faire des cours de renforcement ou bien dire que moi je ne viens pas à l'école les après-midi. Respecter les jours de férié, respecter les jours de fête. Là, les enseignants sont condamnables à 100%. Vous êtes enseignant, je suis enseignant. Et on sait quelque part, il y a des enseignants qui souffrent de ce qu'on appelle la paresse. Ils ne souffrent pas de la paresse intellectuelle, mais ils souffrent de la paresse physique. Si un enseignant vous dit que moi, en dehors des heures que je dois à l'État, je ne fais pas des heures supplémentaires, il ne mérite même pas son statut d'enseignant, il doit quitter le corps. Parce que comme on le disait dans les écoles de formation professionnelle, l'enseignement est son sacerdoce. L'enseignant, c'est quelqu'un qui doit se donner corps et âme pour la réussite de ces apprenants-là. Maintenant, j'ai commencé par indexer d'abord les parents. J'ai mis le doigt sur les parents. Il faut que les parents reprennent l'éducation de leurs enfants. Oui. OK? Maintenant que les parents ont repris l'éducation de leurs enfants, les enseignants aussi apprennent à faire des efforts. Bon, à y voir de près, est-ce que les enseignants ne sont pas victimes quelque part, n'est-ce pas, d'une pléthore de contenu? Quand, par exemple, je prends l'exemple de l'élémentaire, d'où moi je suis, vous savez que la semaine, les enseignants ont obligé d'enseigner 29 heures de cours. Là où, par exemple, au lycée, vous voyez, par exemple, le professeur de philo, parfois, ils ont 8 heures de temps. Est-ce que les enseignants, par exemple, du primaire, est-ce qu'ils ne sont pas victimes de ça? Parce que les 29 heures de cours, et on va y revenir tout à l'heure sur certaines réformes que le nouveau régime est en train de faire. Donc, est-ce que quelque part, le fait que les contenus soient pléthore de contenus, est-ce qu'il ne faudrait-il pas quelque part diminuer certains contenus? Oui, ça, vous savez, c'est l'État qui décline la politique éducative. Oui. Il est du rôle de nos hommes d'État de prendre les décisions idoines pour rehausser le niveau de l'éducation nationale. Et comme vous l'avez dit, je le confirme effectivement, à l'élémentaire, on constate que les enseignants ont des heures qui vont au-delà même de leurs attentes. Ils ont des heures pléthoriques, ils ont des effectifs pléthoriques et les contenus également sont nombreux. Maintenant, il est du rôle de nos hommes d'État de revoir certains contenus ou bien de diminuer certaines heures pour que les enseignants puissent avoir quelque part un temps de repos. Mais ce qu'ils enseignent quand même est trop. 29 heures dans la semaine, ça c'est trop dans la tête d'un être humain. Franchement, par là, l'enseignant lui-même, il n'aura pas le temps de faire des remédiations ou bien de faire des révisions nécessaires pour que les élèves puissent véritablement comprendre les contenus enseignés. Il est du rôle de l'État de diminuer certains contenus. La remédiation, vous venez de citer quelque chose de très important. Avant de remédier, il faut d'abord évaluer, n'est-ce pas? Oui, oui. Et c'est quand on remédie après qu'il faut passer à un nouveau contenu. Malheureusement, les enseignants n'ont pas tout ce temps-là. Qu'on se dit la vérité, souvent les textes sont là, tout est clair, mais les enseignants ils n'ont pas assez de temps pour le faire. Ils sont rattrapés par le temps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas que certains enseignants aussi ne se précipitent pas? Il y a certains enseignants, ils se précipitent pour terminer le programme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le programme. Bon, vous savez, l'enseignant, il est entre le marteau et l'enclume. Il est entre la pression du programme et voilà, l'autre face, c'est quoi? La compréhension de ses apprenants. À supposer vous êtes un enseignant du CM2, on vous donne un programme et vous savez véritablement que vos élèves vont véritablement être évalués à la fin de l'année. Maintenant, vous courez, il y a le risque de ne pas finir le programme. Parce que si une leçon de géographie à l'élémentaire sort à l'examen alors que l'enseignant ne l'avait pas fait, les élèves automatiquement vous diront que ce qui est sorti, nous ne l'avions pas fait. Donc l'enseignant, quelque part aussi, il est en train de sauver sa peau, il est en train de se dédouaner pour que quelque part certaines critiques ne tombent pas sur ses épaules. C'est ce qui explique quelque part qu'il y a une course vers le programme. Mais que néanmoins, l'enseignant également devrait chercher à veiller sur la compréhension de ses apprenants. Parce que s'il faut terminer pour terminer, nous pouvons terminer un programme le 2 octobre. Vous venez, vous dictez toutes les leçons aux apprenants ou bien vous photocopiez toutes les leçons, vous donnez ça aux apprenants.
Et là, à ce niveau, c'est comme qui dirait que l'enseignant ne compte pas sur la compréhension. Et la compréhension va au-delà de ce que nous sommes en train de faire. Et si les élèves comprennent également et que l'enseignant ne termine pas le programme, demain, c'est l'enseignant qui est indexé. Donc, les enseignants, vous êtes avertis, donc il faudra, n'est-ce pas, chercher à finir le programme, mais aussi veiller sur la compréhension des apprenants. Voilà, raison pour laquelle je vous disais au début qu'un enseignant qui détient une classe d'examen n'a pas de temps libre. Donc, il n'a pas de temps libre. Il est différent des enseignants qui détiennent les classes intermédiaires. Donc, de toutes les subversives pour créer son miel à défaut de fleurs isiel. Donc, voilà, hier, mesdames, récemment, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, le COSYDEP, a interpellé l'État du Sénégal, a fait une commande, j'allais dire une recommandation. Vous en savez quoi, on parle aujourd'hui, n'est-ce pas, de l'introduction de l'anglais à l'école élémentaire. La COSYDEP a suggéré à l'État du Sénégal de mener, n'est-ce pas, une réflexion profonde, d'abord avec les partenaires, avant de prendre certaines décisions aussi graves que l'introduction. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a certaines régions déjà qui sont en train d'expérimenter le relis. Quand par exemple je prends l'Académie de Tamba et l'Académie de Kédougou, ils sont en train d'expérimenter ce qu'on appelle le relis, c'est-à-dire pour introduire les langues nationales, l'introduction des langues nationales. Cette étape-là n'est pas encore maîtrisée, c'est une étape qui n'a pas été totalement s'appropriée. Et là, aujourd'hui, cette année aussi, on nous parle de l'introduction de l'anglais. Est-ce que cela ne revient pas toujours à mettre la pression davantage sur les enseignants? Vous savez, Baldé, il y a ce que j'ai l'habitude de dire, les hommes passent, ce sont les hommes qui passent, mais les institutions demeurent, le pouvoir reste. Maintenant, ce nouveau gouvernement qui est en train de parler de l'introduction de l'anglais dans le système éducatif élémentaire, ils sont dans un tâtonnement pur et dur. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Personnellement, c'est moi qui le dis et j'assume mes propos. Je pense qu'aujourd'hui, un enfant de Kunkane ou bien un enfant de Sarebouran ou bien un enfant de Djankemahan, voire un enfant de Sadatou dans l'académie de Tambacounda, ces derniers n'ont pas besoin de l'anglais pour comprendre ce monde. J'assume mes propos. L'enfant a beaucoup plus besoin de la langue locale. Rappelons que l'éducation repose sur un principe qu'il faut toujours énumérer, c'est-à-dire ce principe d'enracinement et d'ouverture. Il faut d'abord commencer par enraciner nos enfants dans leurs propres valeurs culturelles, avant de s'ouvrir. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous gagnons en parlant l'anglais? Qu'est-ce que nous gagnons en parlant l'arabe? Qu'est-ce que nous gagnons en parlant l'espagnol? Qu'est-ce que nous gagnons même en parlant ce français-là? Nous ne gagnons absolument rien. Vous verrez que ce que nous disons en anglais, mais nous pouvons le dire en français. L'heure n'est pas de théoriser le monde, mais de le transformer, comme le disait Karl Marx en quelque sorte dans son œuvre intitulée Le Capital. Ce que nous attendons de nos hommes d'État aujourd'hui, c'est à ce qu'ils veillent à ce que ces enfants-là soient compétents. C'est-à-dire, entendons par être compétent, si l'enfant fait face à une situation concrète ou bien à une situation problème de la vie au quotidien, qu'il puisse le résoudre. Mais s'il ne parle que de l'introduction de l'anglais dans le système éducatif, je dis que ce nouveau gouvernement-là, il tend vers un échec patent. Il tend même vers un échec absolu, vers un échec qui dira son nom. Ce que nous attendons à ce que ces gens-là puissent faire véritablement, c'est à ce qu'ils viennent d'abord diagnostiquer ce qui a été fait. Parce que le gouvernement sortant avait introduit l'introduction des langues locales. Il faut maintenant faire le bilan en toutes choses. Il faut faire l'évaluation, voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ce qu'il faut rehausser, ce qu'il faut rectifier. C'est là que je les attends. Mais je n'attends pas de mes petites cocottes qu'ils disent qu'écoutez, il faut introduire l'anglais dans le système élémentaire. Et il y a un autre problème qu'il faut souligner. À l'élémentaire, tous les enseignants ne parlent pas l'anglais. Voilà, donc il faut reprendre à zéro. Il faut reformer les enseignants. Il faut les montrer comment on enseigne l'anglais à un adolescent, à un enfant. À des enfants qui ont moins de 10 ans, 13 ans, etc. Vous savez, c'est très compliqué. Maintenant, ce que nous attendons de ce gouvernement-là, c'est à ce qu'ils expérimentent d'abord l'introduction des langues locales. Moi, je préconise à ce que nos enfants apprennent en pulaar, à ce qu'ils apprennent en soninké, en djahanké, en bambara, en wolof. Mais qu'est-ce que ces Français ont de plus que nous? Qu'est-ce que les Anglais ont de plus que nous? Écoutez, ce qu'on dit bonjour en anglais, mais on peut le dire en pulaar. L'anglais, c'est une langue internationale de travail. Mais une langue internationale, c'est quoi une langue internationale? De travail, c'est une langue internationale de travail. Mais écoutez, nos enfants, tôt ou tard, ils apprendront l'anglais. Si l'enfant arrive au moins ou bien au secondaire, il pourrait se spécialiser en anglais. Aujourd'hui, les professeurs qui enseignent l'anglais, ils n'ont pas appris l'anglais à l'élémentaire. Maintenant, pourquoi l'État veut véritablement faire ce qu'on appelle un retour en arrière d'un siècle ou bien d'un demi-siècle? Là, c'est un tâtonnement. Ce que j'attends de ce nouveau gouvernement-là, c'est ce qu'il pense au niveau même de la carrière des enseignants. C'est ce qu'il fasse véritablement le diagnostic de ces examens, qu'ils prennent les mesures nécessaires
pour voir véritablement comment remettre en question le taux d'échec. Mais parler de l'introduction de l'anglais à l'élémentaire, je ne juge pas ceci comme ayant une importance capitale. Donc, je rappelle que c'est un ancien syndicaliste. Là, il parle comme un syndicaliste. C'est pas le professeur de philosophie. Et je lui avais mis en garde. Voilà. Donc, pour vous, c'est pas pertinent. D'autant plus que déjà, on parle, n'est-ce pas, de la pression qu'ont les enseignants sur les contenus. Si on doit y rajouter l'anglais, donc, alors que le poulard et les langues nationales ne sont pas encore évaluées, vous pensez que ce sera un échec pour vous? Un échec absolu même. L'enseignement de l'anglais aujourd'hui n'est pas une chose pressée au Sénégal. En tout cas, le constat qui est fait, c'est qu'avec le relis, les enseignants, les élèves comprennent beaucoup plus vite quand ils apprennent dans leur langue. Très bien. C'est-à-dire que l'enfant, vous savez que l'enfant, il naît avec la raison. Oui. Maintenant, la langue, elle est culturelle. On acquiert le langage par le biais de l'éducation, par le biais de la culture. On nous transmet un langage. Maintenant, nos enfants ont déjà appris à penser en poulard. Ils ont appris à penser dans les langues locales. Il faut tout simplement maintenant les aider à penser ainsi. Maintenant qu'ils sont dans l'école élémentaire. Mais si l'enfant commence à parler le poulard, le bambara, le soninké jusqu'à l'âge de 6 ans, et que vous venez maintenant à sa 7e année de naissance, vous voulez introduire une langue aussi lourde que l'anglais ou bien une langue aussi lourde que le français, vous voyez que l'enfant même a un problème en pensant. Parce que ce qu'il avait l'habitude de penser en poulard, maintenant il est obligé de le penser dans la langue d'autrui. Rappelons que le français est une langue importée. Le français n'est pas une des nôtres. L'anglais n'est pas une des nôtres. Nous sommes nés local, mais consommons local, cultivons local, parlons local et développons-nous de façon locale. Est-ce que nous avons cette ambition-là aussi? Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Vouloir que nos enfants, n'est-ce pas, apprennent à... Non, vous savez, Baldé, ce que je t'ai dit au début, j'y reviens. Il faut rappeler que l'enseignement repose sur un principe d'enracinement d'abord. Vous savez que, bon, si on entre un peu dans des thèses un peu philosophiques, vous verrez que vous et moi-même, nous ne sommes pas nés hommes. On devient homme par le biais de l'éducation. On devient homme par le biais de la culture qui se transmet de génération en génération par l'éducation. Maintenant, tout ce que nos enfants devraient être, c'est à nous de le mettre en œuvre. Ok? Il faut qu'on apprenne à nos enfants les langues locales. Pourquoi maintenant vouloir montrer à nos enfants, dès l'enseignement élémentaire, que nos langues locales sont rangées au second plan? C'est comme qui dirait que nous sommes en train d'aliéner nos enfants. C'est comme qui dirait que les autres langues sont plus importantes que les nôtres. Ceci va m'amener. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, nous recevons Yero Ahmedem, qui est professeur de philosophie au lycée de Goudiri. Voilà, donc, ceci va m'amener. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, n'est-ce pas, d'enseignants, en tout cas des acteurs de l'éducation, qui disent qu'on devrait repenser notre système éducatif. Puisque vous êtes là sans savoir que notre système éducatif a été calqué sur le modèle français. Jusqu'à présent, certains pensent que notre système éducatif n'est pas décolonisé. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous dites à ces enfants? Bon, mais écoute, ceux qui disent que le système éducatif n'est pas décolonisé, personnellement, je les rejoins. Parce que nous n'apprenons pas nos cultures, nous n'apprenons pas nos valeurs, nous n'apprenons pas nos religions, nous n'apprenons pas notre science, nous n'apprenons pas notre technique. Tout ce que nous faisons dans les écoles sénégalaises, c'est des choses importées. C'est-à-dire qu'il y a de ces contenus qui sont jugés être caducs ou bien périmés, que l'État en place devrait véritablement réviser. Bon, si nous allons parler quelque part de politique, vous verrez que, bon, je ne suis pas en train de jeter des pierres au nouveau gouvernement, mais je ne sens pas le travail. C'est vous qui le dites. Personnellement, je ne sens pas le travail, parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas attendre. Quelque part dans le développement, il y a des choses jugées être immédiates. Il va falloir créer des ruptures de façon immédiate. Vous avez compris? Maintenant, pour ce qui est de l'enseignement, pour y revenir par rapport à votre question que je juge très pertinente, vous verrez qu'il y a de ces contenus que nous enseignons qui n'ont même pas leur raison d'être. Hier, pour Takinet, il me disait que nous-mêmes, nous enseignons à nos enfants que nous avions été colonisés par le blanc, nous avions été civilisés par le blanc, et c'est ce même blanc qui revient nous libérer. L'esclavage a été aboli en 1800 par Victor Schœlcher. Donc, celui qui te tape, il revient te libérer, c'est comme qui dirait que nous sommes en train d'aliéner nos enfants. Il faut supprimer certains contenus. Il faut montrer à nos apprenants ce que chez Antonio disait que l'Afrique est le berceau de la science, l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est la terre la plus riche, l'Afrique est la terre la plus connue, etc. Il faut faire la promotion de la terre. Mais s'il faut montrer que la terre elle est relevée au second plan, nos enfants eux-mêmes n'auront pas de courage à affronter nos parents. Vous faites face à votre parent, mais vous risquez de le sous-estimer. Pourquoi si un blanc passe, un noir passe, tout le monde regarde plus le blanc que le noir? Donc l'acculturation, elle est plus psychologique que physique.
Et le catégorisme. Il faut que nos hommes d'État se battent, il faut qu'ils combattent certains contenus. Aujourd'hui, vous verrez que même en philosophie, nous enseignons des contenus qui sont jugés être corrects. Des contenus au moment même, vous, au moment où vous les enseignez, vous adressez des injures à votre peuple. Si David Hume disait que je suspecte les nègres et les autres races d'être naturellement plus inférieures à la race blanche, il n'y a qu'une seule race civilisée, c'est la race blanche. Mais ça, c'est des injures. Et nous sommes obligés d'enseigner ça aux enfants africains. Ils diront que, écoutez, la race noire, elle est inférieure à la race blanche. L'Africain est un homme incivilisé. L'Africain est un homme ahistorique. Les Africains sont superposés dans toutes les parties européennes de l'Europe, mais on ne peut pas déceler la moindre intelligence en eux, comme le disait Hegel. Et ce sont ces mêmes contenus que nous enseignons à nos enfants. Mais comment demain ces enfants-là, ils pourront prendre l'Afrique au sérieux? Vous avez raison. Donc il faut remettre en question. Dans son livre intitulé Nation nègre et culture, le professeur Cheikh Diop disait que beaucoup d'Africains sont persuadés que la vérité sonne blanche. Tant qu'une vérité n'émane pas du blanc, tant qu'elle ne sonne pas blanc, elle n'est pas valable. Ah oui, mais nous restons dans les classes en enseignant aux enfants que la philosophie, elle est née dans la Grèce antique, que la science est née dans la Grèce antique, que le miracle grec s'est produit, alors qu'aucun miracle s'est produit. Ce qu'eux, ils appellent le miracle grec, c'est un mirage grec. La philosophie, dans sa globalité, elle est née dans l'Égypte antique. En tant qu'un bon historien, vous le maîtrisez mieux que moi. C'est-à-dire qu'il faut que nos hommes d'État osent véritablement remettre en question certains contenus. Il faut que nos enfants soient acculturés dans leurs propres valeurs culturelles. Il faut que nous restions dans notre africanité, il faut que nous restions dans notre négritude, il faut que nous honorions notre sang. Il faut que nous acceptions ce que la nature a fait de nous. C'est comme le disait quelque part Sartre dans un de ses ouvrages. L'essentiel, ce n'est pas ce que la nature a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce que la nature a fait de nous. Histoire de vous dire que l'être humain, lorsqu'il fait face à la nature, il est apte à la transformer selon ses goûts et ses préférences. Voilà, donc vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui de recevoir Yero Ahmed Deme ici sur notre plateau de Kabendou TV, n'est-ce pas, en collaboration avec Maré TV. Donc, je rappelle que par la partie technique, nous avons Mamoudou Kamara et Boubacar Baldé. Alors, donc, ceci va continuer, je vais continuer toujours vers Ahmed Deme. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que les contenus dont vous parlez, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer la spécialisation? Parce qu'il y a certains enfants qui ont des dispositifs scientifiques, ceux qui sont nés pour être des scientifiques. Certains enfants peut-être ont des qualités littéraires. Parfois, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de certains littéraires des scientifiques ou faire de certains scientifiques des littéraires? Vous savez, merci pour la question, mais que toujours je vais indexer nos hommes d'État. Ils sont dans un tâtonnement. C'est-à-dire que qui dit réforme? C'est quoi réformer? Si vous prenez le préfixe re, à chaque fois que le préfixe re intervient, on pense à une action de nouveau. C'est-à-dire former de nouveau, revoir de nouveau. Et malheureusement, nous, nos hommes d'État qui détiennent la politique éducative, ils réforment pour réformer. Mais aujourd'hui, si la réforme dit son nom, vous verrez que le système éducatif, il souffre. Le système éducatif est paralysé. Le système éducatif est endommagé. Il faut revoir ce que nous sommes en train de faire. Il faut migrer maintenant vers ce que tu as tout à l'heure appelé la spécialisation. Parce que vous verrez que notre système éducatif, il est encyclopédique. C'est-à-dire nous enseignons trop, mais qu'en retour, les apprenants maîtrisent peu. Parce que si vous calculez ce qui se fait à l'élémentaire, vous avez l'activité numérique, vous avez l'activité de mesure, la géométrie, l'histoire, etc., etc. Moi, ce que je préconise maintenant au niveau de ces réformes-là, c'est à ce que nos hommes d'État pensent à ce qu'on appelle le processus de la spécialisation. Vous savez quelque part qu'il y a une pédagogie antique qui disait que certains enfants sont nés être intelligents, d'autres moins intelligents, d'autres ne le sont pas. Certains sont nés tailleurs, d'autres sont nés footballeurs, etc. Maintenant, nos hommes d'État, ils doivent passer par le repérage de ces qualités-là. Il faut à partir de l'évaluation du certificat de fin d'études élémentaires, que nous parvenions à repérer la qualité ou bien l'aptitude que la nature a donnée à ces enfants-là. Et les aider maintenant à s'actualiser vers ceci, quoi. Le domaine dans lequel... Dans le domaine d'évolution. C'est ça. Certains sont jugés être des architectes, d'autres sont jugés être des peintres, d'autres sont jugés être des musiciens, comme les Youssou Ndour, les Sadio Mané, des footballeurs. Mais nous, si nous voulons faire d'un footballeur un scientifique, ou bien vouloir faire d'un scientifique un littéraire, ceci a des problèmes. Donc, les enseignants, vous êtes interpellés, comme le disait Rousseau, apprenez à connaître les enfants, parce que sûrement, vous ne les connaissez pas. Donc, c'est pas, parfois, certains enfants, moi, j'ai rencontré dans ma carrière d'enseignant des génies, des enfants qui me parlaient, parfois, ils avaient peur.
Donc, parfois aussi, les enseignants, ils sont dans une posture, ils pensent que... C'est pourquoi on dit qu'un bon enseignant doit aider l'enfant à se découvrir. Il doit l'aider. Quelque part, ce n'est pas pour enseigner. On n'enseigne pas, c'est pas une surmolle qu'on doit modeler. C'est pas une surmolle qu'on doit modeler à volonté. C'est aider l'enfant, vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à vraiment découvrir ses aptitudes, son génie, le génie qui dort en lui, pour parler comme voilà, pour un philosophe. Véritablement. Okay. Nous sommes très contents de recevoir sur notre émission Parlons Éducation sur la chaîne Kabindu TV, en collaboration avec Marewe TV. Aujourd'hui, nous avions reçu Yero Ahmed, qui est professeur de philosophie. Je rappelle que nous sommes en période de Magal. Nous souhaitons un bon Magal à toute la communauté mouride. Voilà, donc restez à l'écoute sur d'autres programmes sur Kabindu TV. Merci.